Marie-Christine Vergiat, donc j'ai été députée européenne de 2009 à 2019, députée européenne Front de Gauche, point, que j'ai aimé le dire pendant 10 ans. Et je suis aujourd'hui, ça n'est pas marqué parce que je n'interviens pas à ce titre, mais je suis vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Voilà. Donc on m'a demandé de témoigner notamment de mon expérience de parlementaire européenne et j'ai envie de m'inscrire dans la suite de ce qui a été dit à l'atelier dans lequel je participais sur la question de l'écologie et notamment sur l'évolution du Parlement européen. Parce que moi j'ai vécu cette évolution pendant 10 ans et je vais partir d'un exemple notamment. J'ai été élue en 2009 et en 2010 Viktor Orbán prend le pouvoir en Hongrie. Et pour moi ça marque un moment important dans l'Union européenne, c'est le moment où les institutions européennes dans leur ensemble s'assoient totalement sur les dérives démocratiques de certains membres. Et Viktor Orbán avait déjà été élu et était un libéral à l'époque, donc il a plutôt été accueilli, sa victoire a plutôt été accueillie par le pôle majoritaire d'un bon oeil. Et un an après, il y a une première loi qui fait voter sur la liberté de la presse. Hein, et on sait que quand on veut porter atteinte à la vie démocratique, entraver la liberté de la presse est une des premières choses qui sont faites. On a bataillé au Parlement européen pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises et il n'y a pas eu de sanctions et de fil en aiguille, le régime Orbán est devenu un régime de plus en plus autoritaire et a été accompagné par la suite par la victoire du PiS en Pologne. Et ce qui fait qu'il y avait une minorité de blocage, si je puis dire, par rapport à l'article 7 des traités européens, qui est l'article qui théoriquement, je dis bien théoriquement, peut permettre de prendre des sanctions par rapport aux États européens qui dévient. Moi j'ai toujours dit que c'était une arme nucléaire et que ça servait strictement à rien, parce qu'on menaçait, mais... Voilà, donc pour moi c'est un moment important, mais parce que je suis attachée à un triptyque, qui a été mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par l'ONU, au moment de la déclaration de Philadelphie et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, démocratie, état de droit, respect des droits fondamentaux. Les trois sont liés, les trois vont ensemble, et quand on attaque l'un ou l'autre de ces piliers, eh bien, on est en dérive démocratique. Et en France, on a plus l'habitude, je vais le dire comme ça, de façon un peu provocatrice, de se dire républicain plutôt que de se dire démocrate. C'est bien de se dire républicain, mais se dire démocrate, c'est pas mal non plus, parce que ça signifie un certain nombre de choses sur le fonctionnement des institutions et le respect des droits fondamentaux dans ce système institutionnel. Donc pour moi, c'est une des batailles essentielles. La deuxième chose que je voulais dire, c'est sur ce que j'ai vu évoluer dans le fonctionnement des groupes politiques à l'intérieur du Parlement, dans la composition, plus exactement, des groupes politiques. On oublie trop souvent aujourd'hui que le groupe conservateur a été créé par les Britanniques quand ils ont commencé à vouloir se démontrer moins européens que les gens du PPE. Et très vite, ils ont fait alliance justement avec le PiS polonais. Et quand les Britanniques sont repartis, le PiS polonais s'est trouvé aux commandes. Et ce groupe conservateur a particulièrement dérivé et a servi à blanchir, hein, si vous me permettez cette expression, un certain nombre de partis politiques qui sont petit à petit arrivés au pouvoir dans les États de l'Union européenne et pour constituer des majorités. Et il y a eu une porosité entre les différents groupes, facilitée pendant, je ne sais plus si c'est 5 ou 10 ans d'ailleurs,
par un groupe qui avait été constitué par Nigel Farage, le Brexiteur britannique, et qui permettait le filtre, d'une certaine façon, entre le groupe identitaire, comme ça a été dit tout à l'heure, et le groupe conservateur. Le groupe identitaire était vraiment considéré comme le groupe d'extrême droite, et je crois, Pierre me le confirmera, mais je crois que pour le moment, il y a toujours une espèce de barrage qui fait que les tenants du groupe identitaire, enfin les membres du groupe identitaire, n'ont pas de responsabilité effective, je dirais, dans la gestion du Parlement européen. Je pense que dans la prochaine lecture, ça va sauter. Ça va sauter, y compris parce que il y a effectivement des passerelles entre le groupe conservateur et le groupe identitaire, que ce qu'on voit depuis plusieurs mois, je crois que c'est Erwan qui le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des contacts entre des représentants des deux groupes politiques, et je pense que Madame Meloni, dont les représentants siègent au groupe conservateur, est une des artisanes de ces mobilités-là. Et moi aussi, effectivement, ma crainte, c'est de voir non pas l'extrême droite arriver au pouvoir, parce que les deux groupes n'auront pas la majorité au Parlement européen, mais de voir le Parti populaire européen continuer de glisser, comme je l'ai vu faire, vers une droite conservatrice. Petit rappel, M. Orban est resté au PPE jusqu'en 2022. Jusqu'en 2022, il était membre du Parti populaire européen. Donc, ce glissement-là peut permettre effectivement une nouvelle majorité au Parlement européen de droite conservatrice et extrême droite, sachant qu'il y a des gens d'extrême droite dans les trois, même s'ils sont beaucoup plus importants dans le groupe identitaire, un peu moins dans le groupe conservateur et quelques-uns dans le groupe PPE. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que sur un certain nombre de sujets, pour moi, il y a des choses qui sont impardonnables, qui ont été faites par un certain nombre de groupes politiques. Excusez-moi, on m'a dit de parler comme grand témoin, donc je fais référence à mon expérience politique au Parlement européen. Et ça s'est confirmé lors du vote du pacte européen le 10 avril dernier, c'est la dérive des socialistes sur les questions de droits et libertés par rapport aux questions migratoires. Au nom de la sécurité, de plus en plus, et moi j'ai assisté à une partie des dérives, mais là on atteint avec le pacte européen des summums. Merci aux députés socialistes français, je pense que Pierre, tu étais dedans, qui n'ont pas voté ce pacte européen, mais qui ont été les seuls de leur groupe. Donc cette dérive-là est quelque chose d'inadmissible, avec l'illustration des socialistes danois qui ont voté une loi qui est quasiment la même que celle qui a été votée chez les Britanniques. On en a beaucoup moins parlé, mais je pense que quand on se dit socialiste et qu'on est respectueux des droits qu'on se dit respectueux des droits fondamentaux, sous-humaniser, je pèse mes mots en disant ça, les personnes migrantes venant des pays qui ont le plus besoin d'être protégées, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais donner un exemple de ce pacte européen parmi ce qu'il y a de pire. Aux frontières de l'Union européenne, à partir de 2026, puisque le pacte sera mis en œuvre à partir de 2026, il y aura un filtrage aux frontières de l'Union européenne pour savoir ceux qui auront le droit de demander l'asile et ceux qui n'auront pas le droit et qui devraient être, qui, à mon avis, vont croupir dans des centres hotspots externalisés, qui devraient être renvoyés chez eux. Et il y a un deuxième filtrage après sur ceux qui ont le droit de demander l'asile, entre ceux qui qui subiront une procédure accélérée, c'est-à-dire tous ceux dont le taux
de reconnaissance en fonction de leur pays est inférieur à 20% dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est une stupidité totale parce qu'il y a des écarts selon les pays du taux d'acceptation du droit d'asile en fonction de l'histoire des uns et des autres qui est hallucinante, et par ailleurs c'est contraire à la Convention de Genève, puisque la Convention de Genève demande un examen particulier de la situation particulière de chaque demandeur d'asile. Donc qu'il y ait pu avoir une majorité au Parlement européen sur ces textes-là, puisqu'il y a une dizaine de textes en fait. Petite précision supplémentaire, ce sont des règlements européens, donc transposables directement sans qu'il y ait besoin de transposition. Donc je pense que là, on est aussi dans les dérives, et je finirai par là, par rapport à ce qui a construit l'Europe, alors en dehors du fait Europe des marchés, pas Europe des marchés, Europe de la libre circulation. Moi, je considère que la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne est quelque chose de positif. Simplement, elle s'est accompagnée d'un renforcement du contrôle des frontières pour tous les autres ressortissants, et notamment pour ceux qui viennent des pays du Sud. Et ça, moi je pense, pourquoi je dis ça devant vous aujourd'hui, pourquoi je prends cet exemple, d'abord parce que c'est mon dada, mais parce que pour moi c'est une question fondamentale. Parce que derrière ce rejet de l'autre, il y a la question de l'altérité, et la question de la façon dont on voit la société et dont on construit la société. Si on commence sur les discriminations, et ça se voit partout où la droite extrême et l'extrême droite est au pouvoir, on commence par les boucs émissaires faciles que sont les étrangers, on s'en prend aux LGBTI et bien sûr on s'en prend aux femmes. Donc pour moi, c'est quelque chose de symptomatique de ce que je disais qui pour moi fait partie des choses fondamentales, et j'espère que c'est aussi vrai pour un certain nombre d'entre vous, que cette question de l'état de droit, de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits fondamentaux. C'est pas juste pour faire joli le respect des droits, c'est quelque chose qui est fondamental dans la relation à l'autre. D'abord, j'ai toujours du mal à savoir ce que je dois dire pour me présenter. Roger Martelly. Je ne suis témoin de pas grand-chose. Je suis communiste indécrottable, mais par ailleurs, je suis totalement irresponsable et absolument inorganisé. Voilà, c'est donc à ce titre qu'on m'a demandé de parler, je ne sais pas pourquoi, et on m'a dit surtout qu'il faut être court. On t'a pas dit ça. Et comme je suis un Méditerranéen bavard, j'ai écrit un texte pour éviter de trop déborder. Alors, je vais quand même vous dire ce que j'ai envie de vous dire, et puis on verra par la suite. On veut être une alternative progressiste. Alternative progressiste à quoi? À un système, bien entendu, mais aussi à une situation telle qu'elle est concrètement, politiquement. Et cette situation, aujourd'hui, on sait qu'à l'échelle européenne, elle peut se caractériser assez simplement. On a une gauche plus qu'hésitante, une extrême droite qui se sent pousser des ailes, et globalement, la scène politique européenne voit son centre de gravité se déporter vers la droite. Si l'on veut agir contre cette situation, il faut, à minima, comprendre ce qui l'a produit. Moi, j'ai l'impression que ce qui a créé cette situation, c'est trois choses. Tout d'abord, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, un demi-siècle de contre-révolution libérale qui a défait le socle, qui pacifiait relativement, je dis bien relativement, la conflictualité sociale. L'État-providence s'est effrité et les troubles qui en résultent ont conduit au mélange détonnant que nous connaissons aujourd'hui, celui de l'ultralibéralisme économique et de ce qu'on appelle pudiquement souvent l'illibéralisme politique qui frappe plus ou moins tous les États. Du coup, tous les mots cruciaux s'en trouvent colorés et sont le plus souvent pervertis, ce qui nous pose de gros problèmes. Protection, autorité, souveraineté, laïcité sont de ces mots.
nous ne pouvons pas ignorer les pièges qui en résultent. Deuxième dimension explicative, qui n'est pas simplement de l'ordre, j'allais dire, de l'économico-social lourd. Sur ce socle préoccupant du demi-siècle de contre-révolution libérale, l'extrême droite a peu à peu imposé sa cohérence, avec deux piliers dans cette cohérence qu'il faut prendre en compte. D'abord, elle nous dit, dans un monde instable et cohérent, et menaçant, et dans des sociétés déchirées et violentes, il faut assurer la solidité de la protection nationale et donc de la frontière. Et le deuxième pilier, c'est dans un univers aux ressources limitées, il faut éliminer les parasites, ceux de la caste, mais plus encore ce qu'on appelle les assistés. Moins nous serons autour de la table et plus on pourra se partager de part du gâteau. Cette cohérence régressive est la clé de la poussée que cette extrême droite connaît un peu partout. Elle lui permet de valoriser sans trop se forcer et parler ses thématiques favorites de la préférence nationale et de l'identité. Mais elle lui permet aussi d'enfourcher les thématiques du social au travers notamment de la grille de lecture de l'assistanat. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire il faut le social contre le reste pour combattre l'extrême droite, encore faut-il dire ce qu'on entend par social et comment on mène cette bataille. Troisième élément, face à cette situation, la gauche peine toujours à surmonter l'essoufflement de ces modèles du XXe siècle, du soviétisme, de la social-démocratie et du tiers-mondisme. Or, si c'est la synergie d'un projet régressif et d'une situation négativement vécue par les populations qui alimentent la dynamique d'extrême droite, à l'inverse, la gauche ne retrouvera la sienne que si elle articule avec autant de cohérence, au moins autant de cohérence, des inquiétudes et des attentes d'un côté, et de l'autre côté, un projet global, un récit attractif, fondé sur l'ouverture, le partage et l'émancipation. Je ne sais pas, nous avons donc pour l'instant deux projets qui dominent l'espace européen, celui des libéraux autour de trois thèmes, la concurrence, l'autorité et l'ouverture économique, celui de l'extrême droite, l'obsession de la protection, le mythe de la frontière et le fantasme de la clôture. Si nous ne sommes pas capables de porter un projet aussi cohérent et qui peut se dire à la limite de manière aussi simple, nous risquons de rester sur le bord du chemin. Je ne sais pas ce que sera bien sûr le résultat des prochaines européennes. Je suis navré de ne pas vous annoncer d'ores et déjà le résultat. Mais quel qu'il soit, je perçois la nécessité pour la gauche de travailler séparément et collectivement, je dis bien séparément et collectivement, dans trois directions, sur trois chantiers. Tout d'abord, il faudra bien retrouver l'élan d'un projet émancipateur renouvelé. Je dis bien renouvelé. La question, c'est d'assumer la nécessité d'un renouveau ou d'une refondation. Vous utiliserez les mots que vous voudrez. Et pas simplement le retour à une situation qui aurait été oubliée. J'ajoute qu'il ne s'agit pas simplement d'additionner des propositions, d'établir des catalogues, d'établir des programmes, même si c'est nécessaire. Ce qui est décisif, ce sera la capacité à mettre en évidence ce qui donne sens à ces propositions et à ces combats tels qu'ils se déploient dans la société d'aujourd'hui. C'est donc bien un projet de société fondé sur des valeurs, un récit qui parle des visées, des critères, des méthodes qui permettent de rompre avec l'aliénation existante. Mais un projet, ça n'est rien si on n'y ajoute pas la stratégie politique sur la longue durée qui va permettre de concilier la nécessité de rompre avec ce qui a plombé la gauche,
donc avec par exemple le social-libéralisme, mais sans oublier qu'il n'y a pas de rupture durable sans majorité pour la conduire, donc en évitant le piège des deux gauches irréconciliables. Rompre avec quelque chose, mais ne pas cultiver ce qui est, de fait, peut, se disputer à gauche, mais qui ne doit pas devenir une frontière, j'allais dire, imperméable, qui sépare de gauche irréconciliable. En bref, une stratégie qui permette de concilier la rigueur du contenu, il faut de la rupture, et la largeur du rassemblement, pour que la rupture, en étant durablement majoritaire, ne soit pas une fois de plus éphémère. Il ne sert à rien de promettre, si nous arrivons au pouvoir, nous ferons, etc., pour que, quelques mois après, on constate que on a sous-estimé les difficultés et qu'il faut en rabattre les exigences. C'est pas la rigueur du contenu ou la largeur du rassemblement, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux qui doivent être pensés en même temps. Enfin, il faut faire vivre tout cela en trouvant les formes politiques nouvelles permettant, dans une situation de crise démocratique dans laquelle on ne peut pas se contenter de faire ce qu'on a appris à faire antérieurement, il s'agit de penser des formes politiques qui permettent d'avancer de façon efficace. L'objectif, c'est l'efficacité, bien sûr, mais aussi en étant pleinement compatible avec les exigences d'une refondation démocratique. Et tout ce qui contredit cette, j'allais dire, refondation démocratique doit être banni. Les injonctions permanentes aux uns et aux autres, la délégation de pouvoir, le centralisme, l'esprit de scission, le populisme, l'exaltation du leader, les logiques d'appareil de clan, tout cela contredit le projet que nous voulons mettre en évidence. Et donc un travail patient de reformulation et d'expérimentation doit être mené à la fois séparément et collectivement. Voilà, je termine. Je dis simplement en deux mots, deux exigences que je ne développe pas. Il faut faire ce qui ne se fait guère dans cette campagne, c'est-à-dire penser en même temps et pas juxtaposer les dimensions nationales et européennes d'un projet. Et ensuite, se dire que parmi les questions les plus stratégiques auxquelles nous devrons faire face, il y a celle de la séparation du social et du politique. Il y avait de l'articulation autrefois. Et parce que cette articulation, celle par exemple du modèle social-démocrate communiste, avait ses défauts, on est passé de la subordination à la séparation. Okay. Eh bien non, voilà.